Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et directeur de recherche au CNRS, Eli Cohen. Bonjour. Bonjour. On parlait juste avant d'EDF, on a dit beaucoup de choses sur EDF, on n'a pas dit trop de conneries là sur les enjeux stratégiques, la clarification de la politique énergétique, le fait que pour les actionnaires, puisque EDF est renationalisé, sortir à 12 € quand on est rentré à 32, c'est quand même pas très bon pour l'actionnariat populaire. Quel regard vous portez là-dessus? Mais je crois que le mot de clarification est le bon mot. C'est-à-dire que personne ne doutait du fait que c'était l'État qui était au poste de commande. C'est l'État qui a obligé EDF à reprendre Framatome, alors que ça n'avait pas beaucoup de sens. C'est l'État qui a privé Framatome de ressources pour installer le bouclier tarifaire. C'est l'État qui décidait de la politique de dividendes de fait et qui a pris près de 20 milliards d'euros de dividendes au cours des dernières années. Donc, quel sens y avait-il à continuer à coter une entreprise qui en fait n'était pas une véritable entreprise? Donc je crois que la réalité aujourd'hui, c'est que c'est l'État qui est au poste de commande, ça on le savait déjà, mais il est également juridiquement. C'est l'État qui va assumer directement toutes les décisions. Et c'est mieux ainsi. Vu la montagne d'investissement qui nous attend. Compte tenu de la montagne d'investissement qui est prévue, compte tenu de la montagne de dette et compte tenu surtout de tous les sujets qu'il va falloir trancher avec Bruxelles. C'est-à-dire, il y avait une profonde anomalie dans la situation où EDF, à cause de son statut, était empêché de jouir de la rente nucléaire, ce qui l'a conduit à vendre à des prix très décotés à ses concurrents de l'énergie nucléaire, ce qui a fait qu'on a gonflé artificiellement la concurrence EDF, puisque EDF perdait 100 000 clients par mois régulièrement, ce qui fait qu'on a suscité toute une série de nouvelles entreprises qui, bien entendu, dès que les prix de l'électricité sont fortement montés, comme eux ne produisaient pas directement, et ces entreprises ont été soit balayées, soit ont été obligées de demander à leurs clients des prix beaucoup plus élevés, ce qui faisait qu'il n'y avait aucun intérêt. Voilà, ils sont repartis. Bon, je voudrais vous parler sinon, Eli Cohen, des stocks français de gaz, qui sont pleins, nous a dit la Commission française de régulation de l'énergie. On dit que c'est nécessaire, mais pas suffisant pour passer l'hiver. Quand même, il faut être assez clair là-dessus. Bah, écoutez, le gouvernement a réussi en diversifiant ses approvisionnements, c'est-à-dire en allant chercher du côté de la Norvège, du côté du Qatar. Il a réussi américain aussi. Du côté américain également, il a réussi à trouver quand même des fournitures de substitution à la coupure du gaz russe. Et donc il a pu reconstituer les stocks. Et donc normalement, on doit passer l'hiver sans problème. Les stocks sont là. Simplement, ce qu'on est en train de concevoir actuellement, c'est que c'est très bien d'avoir des stocks, c'est très bien de passer cet hiver, mais comment fait-on pour l'hiver prochain? C'est-à-dire, quand on aura vidé ces stocks, comment les remplit-on? Alors ça, c'est toute la question de la Russie. Est-ce que la Russie, on en est durablement coupé? Donc il va falloir véritablement qu'on bâtisse une situation dans laquelle on trouve durablement des fournisseurs de substitution. Donc l'hiver 2023-2024 sera peut-être plus critique. Exactement. En matière d'approvisionnement. Que l'hiver 22-23, exactement. Sachant qu'il y a encore des questions sur cet hiver à venir. On se dit que les stocks de gaz vont fondre quand même très très vite. Si la Deux Russie... mois, normalement. On a 2 mois de stock. Ouais. Et donc, normalement, on doit passer l'hiver, encore une fois, sous l'hypothèse... Sans réduction de la demande de gaz, et si l'approvisionnement russe est coupé, en supposant un niveau élevé d'approvisionnement en GNL, les stocks seront remplis à moins de 20% en février. Moins de 20% en février. En février, on sort normalement. Oui, normalement. Voilà. Normalement. Non, mais ça, c'est l'hypothèse de l'hiver très rigoureux. Ouais. Normalement, fin février, on sort, donc on aura passé l'hiver. Mais le problème, c'est comment on remplit après. Et vous avez vu le gag. Hier, Poutine a dit, après tout, Nord Stream 2, on peut le faire fonctionner et donc reprendre des approvisionnements durables de gaz. Nord Stream 2, qui est la cause de tous les conflits entre l'Europe et la Russie, entre les États-Unis et la Russie, puisque personne n'en veut véritablement, eh bien la farce, c'est que Poutine dit qu'il pourrait le remettre en fonctionnement. Ouais. Après, donc on évacue le sujet des pénuries maintenant, des coupures d'électricité, maintenant qu'on sait, voilà... Non, je crois qu'on peut écarter la peur de la pénurie, mais ceci dit, le gouvernement va annoncer cet après-midi son plan de sobriété. Et d'après ce que j'ai lu dans la presse comme vous, ce plan sobriété ne permet de garantir qu'une réduction de 3% des consommations, alors qu'on a décidé qu'il en fallait 10%. Alors où est la différence? Je crois que le gouvernement n'en parle pas directement, mais je crois que moi je peux vous en parler. Ça veut dire on fait le pari que la hausse des prix de l'électricité et du gaz va conduire les ménages et les entreprises à s'adapter en diminuant leur consommation. C'est un pari. Voilà.
Ah, c'est pas un pari, c'est l'effet prix. C'est-à-dire les gens ne pourront simplement pas payer. C'est la sensibilité. Voilà. Mais Vous entendez tous les jours parler de collectivités locales qui ferment leurs piscines parce qu'elles ne peuvent pas assurer la chauffe de leurs piscines. Vous entendez des entreprises qui disent au prix actuel de l'électricité, ça ne sert plus à rien de produire. Tous les jours. La fameuse verrerie d'Arc en particulier. Donc on pense que la somme de ces nouveaux comportements et des ménages et des entreprises induits par l'effet prix conduira à une baisse de consommation qui permettra d'atteindre les 10%. Sur justement ces mesures qui seront présentes aujourd'hui, qui ont été un petit peu éventées par la presse, notamment dans le quotidien Le Parisien, on a le sentiment quand même que ce sont des... Bon, il y a plein de mesures, mais c'est incitatif plus que coercitif. Tout à fait. Est-ce que une invitation plus qu'une injonction, il n'avait pas le choix, le Tout à fait, non. Il faut bien distinguer, si vous voulez. Après le choc pétrolier des années 70, il y avait eu un certain nombre de décisions qui avaient été prises, déjà pour réduire la consommation, en baissant le chauffage, en baissant la vitesse sur les autoroutes, etc. Ces mesures, dans le cadre du plan anti-gaspi, ont été un peu perdues de vue, et avec le temps, un certain laxisme avait fini par s'installer. Parce qu'on avait de l'énergie pour marcher, parce qu'on avait tout à fait, exactement. L'idée, c'est quand même, dans un premier temps, de revenir à ces pratiques vertueuses qu'on avait oubliées. Si ces pratiques vertueuses ne suffisent pas, il y a tout un train de mesures supplémentaires, notamment ce que va annoncer le gouvernement, qui est assez nouveau aujourd'hui, qui est qu'on va demander aux administrations un effort particulier, en coupant le chauffage purement et simplement, en enlevant de l'eau chaude, en adoptant toute une série d'attitudes qui sont là un peu coercitives, puisqu'on oblige des entreprises publiques, des entités publiques, des établissements publics, des collectivités locales à couper purement et simplement la fourniture de certains biens et services. Donc là, on pense que ça va permettre effectivement de baisser la consommation. Et puis, il arrivera peut-être un moment où on devra aller beaucoup plus loin en rationnant plus directement. On peut mettre ou pas, sûrement pas à mon avis, mais une probabilité là-dessus sur l'idée d'avoir des rationnements, des délestages. J'aime bien le terme délestage, mais un délestage, c'est une coupure d'électricité. Non mais attendez, il faut partir du commencement. La situation actuelle, c'est le résultat de ce que j'appelle le millefeuille énergétique. La première couche du millefeuille, c'est la dimension géopolitique. C'est M. Poutine qui coupe le gaz. Ouais. Donc si vous voulez, ce n'est pas tous les jours que vous avez une diminution drastique. Notre premier fournisseur. Notre premier fournisseur. Donc ça... Première couche, c'est M. Poutine. La deuxième couche, c'est la libéralisation du marché de l'électricité qui a produit deux effets, qui fait que d'abord, le prix de l'électricité est fixé à partir du prix de la dernière unité de production d'électricité à partir du gaz. Ouais. Donc, si vous voulez, la contamination passe du gaz à l'électricité, avec une hausse très forte du prix de l'électricité. On va en sortir de ça au niveau européen ou pas ? Justement, on cherche à en sortir en découplant le prix du gaz et de l'électricité. Les Allemands ne veulent pas, pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'ils disent que nous avons un marché intégré qui a remarquablement fonctionné. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et qui montre ses limites. Voilà. Alors justement, il y a une autre limite dont on s'est rendu compte, c'est la troisième couche du millefeuille, c'est que toute une série d'entreprises artificielles sont nées sur le marché du gaz et de l'électricité parce qu'elles se contentaient de sous-coter un petit peu par rapport au prix d'EDF. Comme EDF leur fournissait de l'électricité nucléaire et que les prix de gros du prix de l'électricité ont varié plutôt à la baisse compte tenu de la surproduction de renouvelables, notamment en Allemagne, c'était tout bénef, ils n'avaient pas à produire, il suffisait qu'ils mettent un panneau et puis ils vendaient des contrats d'électricité plus avantageux que ceux d'EDF. C'est fini maintenant. Donc tous ces producteurs artificiels ont disparu. Puis, troisième ou quatrième couche du millefeuille, c'est les difficultés de fonctionnement d'EDF dont vous avez beaucoup parlé, c'est toutes ces centrales qui ont été arrêtées et c'est quand même une situation où la capacité de production d'EDF maintenant est de l'ordre de 300 TWh par an, alors qu'elle était nominalement à 400 et 420. Donc, si vous voulez, il y a 20 ans. Voilà, exactement. Donc, il y a une perte de disponibilité du parc nucléaire comme on ne l'avait pas du tout anticipé. Alors, c'est dû à des accidents sanitaires, le Covid, c'est dû à des problèmes d'entretien, de pénurie de personnel. C'est dû à des choix politiques, à des non-choix politiques. Et c'est dû surtout aux atermoiements politiques, si vous voulez. Aux accords politiques. Le nucléaire est devenu une maladie honteuse depuis une vingtaine d'années, et toutes les coalitions politiques qui visent d'une manière ou d'une autre à intégrer les écolos... Oui, mais l'Europe a changé là-dessus. En tout cas, l'Europe, là, on passe de la France à l'Europe, a changé là-dessus aujourd'hui. Pas vraiment. Vous avez vu la décision de la BEI qui consiste à dire qu'on ne prêtera probablement pas d'argent à EDF pour relancer des nouvelles centrales nucléaires
parce que le nucléaire n'est pas considéré véritablement comme vert. Donc malgré tout... du point de vue du CO2, c'est le cas des émissions CO2. Du point de vue du CO2, ça l'est, mais pas du point de vue des déchets. Exactement. Et donc sur les 27... Comment on tranche ça? Comment on pourra trancher ça? Parce que c'est quand même... à mon avis, on tranche la question en disant que c'est une énergie de transition. Ouais. C'est-à-dire ce n'est pas un vrai substitut au pétrole et au gaz, comme peuvent l'être les énergies renouvelables. Mais en attendant la montée en puissance et des économies d'énergie et des renouvelables, on accepte une transition nucléaire. On en pense quoi de ce plan alors, ce qui est présenté aujourd'hui, plan de sobriété de la part du gouvernement? Il fait le job? On en pense que c'est une bonne chose, mais simplement, il faut peut-être dire la vérité. Les comportements vertueux, les éco-gestes, le caractère exemplaire des administrations, tout ça c'est très bien, mais ça ne représente qu'un tiers de l'effort. Les 2 tiers de l'effort viendront du fait de la hausse des prix. Qui deviendra insupportable pour certains, qui en consommeront moins ou qui produiront moins. Alors après, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça a comme effet, notamment sur les entreprises? Ah, c'était une question que je voulais vous poser. Parce que si on prend un peu de hauteur sur le sujet, on a de plus en plus de boîtes qui nous disent qu'elles veulent quitter la France. Est-ce qu'on n'est pas en train justement... Alors il y a les secteurs qui sont très intenses en consommateurs d'énergie, l'aluminium, le plastique, la chimie, mais le risque, c'est pas d'avoir une nouvelle forme de délocalisation d'une partie de la production pour aller, encore une fois, à une nouvelle vague de désindustrialisation, alors que justement, avec le Covid, il y avait cette volonté de souveraineté, de recouvrer un morceau de la chaîne de valeur qui était disséminée partout dans le monde. Est-ce qu'on n'est pas en train de se prendre de plein fouet vers d'autres zones du monde? L'écart avec les États-Unis, j'ai ça en tête, c'est Patrick Artus qui m'expliquait ça, il me dit l'énergie là-bas, c'est 8 fois moins cher. Exactement. La réponse est oui, ce risque est tout à fait réel. Et pour cela, il suffit de se replonger dans les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier et le deuxième choc pétrolier? On a décidé que, par exemple, la pétrochimie n'avait plus vocation à se développer en Europe. Et donc, la production des grands intermédiaires de la chimie organique, la production des plastiques, etc., est partie. Elle a quitté l'Europe et elle est allée se localiser chez les producteurs de pétrole, sur place. Et donc, on a vu cette grande vague. La question qui se pose aujourd'hui, c'est avec le nouveau différentiel de prix entre les États-Unis et l'Europe en matière énergétique, est-ce qu'on ne va pas assister à un nouvel exode industriel? Sommes-nous à la veille d'une nouvelle vague de désindustrialisation selon vous? Oui, la réponse est que c'est tout à fait possible parce que les États-Unis ont un véritable avantage en matière énergétique. Et la différence, c'est que les États-Unis, c'est un pays développé qui peut non seulement offrir de l'énergie pas chère, mais toutes les aménités d'une économie développée. Et donc l'arbitrage dans les localisations industrielles nouvelles va de plus en plus se faire en fonction des États-Unis. Regardez déjà ce qui est en train de se passer pour les relocalisations aux États-Unis, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'électronique. Regardez par exemple Apple qui décide de réinvestir aux États-Unis. Ce mouvement risque de se développer et malheureusement, l'Europe est du côté des perdants là, dans ce domaine. Bon, avant de se quitter, Eli Cohen, juste, je disais le patron de Shell, le pétrolier, on change de sujet, mais c'est lié à l'énergie, qui ouvre la porte à une taxation plus forte des entreprises énergétiques. Le patron de Shell, géant pétrolier mondial, ce qui dit d'ailleurs le patron, ce qui permet de protéger évidemment les plus pauvres face à la crise de l'énergie. Oui, si vous voulez, c'est toute la question... C'est du bon sens pour le commun des mortels, mais ce n'est pas le discours qu'on entend dans la bouche des pétroliers. C'est toute la question des profits actuels que font un certain nombre d'entreprises et comment les qualifier. Est-ce que ce sont des profits qui sont liés à leur effort d'investissement, à leur bonne gestion, à leur développement, ou est-ce que ce sont de purs effets d'aubaine liés à une flambée des prix de l'énergie? Sur le pétrole, c'est une évidence. Sur les transports maritimes également, c'est une évidence. Donc, est-ce qu'on est capable de concevoir un impôt suffisamment subtil pour taxer ces super profits qui ne sont pas liés à l'activité de l'entreprise, mais à de purs effets d'aubaine? L'Europe a trouvé un système de contribution, vous en pensez quoi? On en a parlé ici hier dans l'émission. Je pense que oui, il va falloir aller dans ce sens. C'est pas vrai qu'il est impossible de dire ce que c'est qu'un super profit. Dans ce cas-là, on sait parfaitement savoir ce que c'est qu'un super profit. Donc entre l'idée européenne de contribution, encore une fois, puisque propose la NUPES, on l'a commenté ici encore une fois hier, et ce cabinet Deloitte qui nous dit que finalement la proposition de la NUPES, c'est pas 15 ou 20 milliards d'euros, c'est 5 milliards d'euros. En même temps, c'est mieux que rien. Voilà, vous en pensez quoi? C'est une arme à double tranchant ou est-ce Non, je pense qu'effectivement, la NUPES a tendance à exagérer chaque fois le rendement des impôts sur la fortune, des impôts sur le capital, des impôts sur les grandes entreprises. Vous savez, dans sa plus belle époque, l'impôt sur la fortune ne représente que 4,5 milliards d'euros. Donc, si vous voulez, s'il y avait un gisement formidable de ce côté-là, on le saurait. Et puis surtout, ce qui me frappe, c'est que l'argent que l'État compte consacrer
à ses boucliers tarifaires est infiniment plus important que ce qu'il peut toucher avec ce type de taxation. Ça soulagera un peu, mais quand le montant s'élève à 45 milliards... Si c'est du brut, 45 milliards, en net c'est 16 milliards. Oui, bien entendu, mais au total... Quand vous voyez ce que ça coûte à l'État, ce que ça représente comme dépenses nouvelles, etc., on est loin du compte. Non, les 45 milliards, c'est si vous ajoutez également ce qui s'est passé l'année dernière. C'est l'année dernière plus l'année prochaine. Ah oui, en cumulant sur deux exercices. Donc c'est quand même une sortie budgétaire particulièrement importante. Bon, puisqu'on parle de budget, ce n'était pas prévu, mais les déficits publics, la France, c'est un sujet ou pas de se dire que le gouvernement... on avait le MEDEF qui n'était pas content, j'ai eu le patron du MEDEF qui est un petit peu rétropédalé en disant que malgré tout que... mais la réponse est très simple. On a 5% de déficit budgétaire. Tant que les taux d'intérêt sont massivement, les taux d'intérêt réels sont massivement négatifs, il n'y a vraiment pas de sujet quand même. On y est toujours là. Oui, exactement. Taux d'intérêt, on est à 10 ans français, on est à 2,6. Voilà. L'inflation est à 6. Voilà, donc moins 3,5. Vous avez 3,5, 350 donc points le gouvernement de négatif. C'est pas qu'il a raison, mais si vous voulez, dans une situation de difficulté, quand il y a une urgence sociale, quand des marges de manœuvre pour la réduction de dépenses sont limitées ou prennent du temps, comme avec la réforme des retraites, qu'on ait recours à de l'endettement pour faire face à une difficulté et pour prévenir des conflits sociaux importants, ce n'est pas totalement injustifié. Merci d'être passé nous voir. Elie Cohen, donc économiste, directeur de recherche au CNRS, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci, au revoir.